Oui, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va voir 8 techniques pour réaliser des démonstrations en mathématiques. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle le raisonnement direct. Raisonnement direct. Alors, le principe du raisonnement direct, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une inférence, c'est-à-dire que on a un énoncé de type si, alors, si A, alors B. Donc si A est vrai, alors B est vrai, et on sait que A est vrai. Donc, logiquement, B sera vrai également. Donc c'est quelque chose qu'on note en logique. A implique B, et A. Donc cet ensemble implique que B est vrai. Donc je donne un exemple. Par exemple, si il pleut, alors Alex a son parapluie. Or il pleut, donc Alex a bien son parapluie. Ça, c'est un premier exemple. Alors, c'est la méthode la plus simple. Ensuite, on a ce qu'on appelle la notion de contraposé. Donc, la contraposée, c'est une technique de logique qui consiste à prendre la négation d'une inférence. Donc, on sait que si A implique B, alors non B va impliquer non A. Donc, dans l'exemple d'avant, s'il pleut, alors Alex a son parapluie. Ça veut dire que si cette phrase-là est vraie, alors que si Alex n'a pas son parapluie, alors il ne pleut pas. Ça, c'est utiliser donc la contraposée. Donc à chaque énoncé, chaque inférence peut avoir une contraposée. Ensuite, la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la transitivité. Transitivité, ça veut dire que si A implique B et que B implique C, alors A implique C. Donc typiquement, si je prends un exemple, s'il pleut, la rue est humide. Quand la rue est humide, Alex prend ses bottes. Donc on peut dire que s'il pleut, Alex va prendre ses bottes directement. Ensuite, il y a une troisième méthode, une quatrième méthode qu'on appelle la mise en équivalence. Donc ici, le principe est le suivant. On va démontrer que A implique B et que B implique C et que C implique A. Et en fait, dès lors qu'on fait cette démonstration, on peut aussi ajouter d'autres propositions. Ça implique que on a ce qu'on appelle une équivalence entre A et B et une équivalence entre B et C. Donc pour illustrer ce raisonnement, on va prendre un exemple mathématique. Donc, première des choses, on va prendre un premier énoncé A, D1 et D2, de droite, sont parallèles.
Ensuite, on va prendre un deuxième énoncé B. Les vecteurs directeurs U1 et U2 des droites D1 et D2 sont colinéaires. Donc on sait déjà que A implique B. Ça c'est quelque part par définition des vecteurs directeurs. Ensuite, on va introduire un troisième indice, troisième énoncé C, qui est que le déterminant de U1 et U2 est égal à 0. Donc, et là, on va essayer de démontrer que B implique C. Donc pour cela, on sait que U1 et U2 sont colinéaires. Donc ça signifie que U1 est égal à lambda U2. Et donc, le déterminant de U1, U2 est égal à lambda fois déterminant de U1, U1. Donc ça, c'est égal à 0. Donc déjà, on voit que B implique C. Et donc la dernière étape pour nous, c'est de démontrer que C implique A. Donc pour cela, en fait, on utilise l'interprétation géométrique du déterminant. Interprétation géométrique. On sait que le déterminant de U1, U2 est égal à l'aire du parallélogramme construit par U1 et U2. Donc ça c'est l'aire. Et donc on voit très bien que si l'aire est égal à 0, ça signifie obligatoirement que U1 et U2 sont les vecteurs directeurs de droite parallèle. Donc là, on a bien C qui implique A, et donc à ce moment-là, on sait que les trois notions qu'on a évoquées sont d'un point de vue mathématique des équivalences. On peut passer de l'une à l'autre. Si on sait que l'une est vraie, alors automatiquement les autres sont vraies. Cinquième méthode, on va faire ce qu'on appelle un raisonnement dit par l'absurde. Donc ça consiste à supposer un énoncé qui est faux, et de voir qu'on aboutit à une conclusion qui est dite absurde. Et donc forcément, le vrai ne pouvant pas impliquer quelque chose de faux, ça signifie que le premier énoncé est également faux. Par exemple, on peut dire qu'on a deux droites D1 et D2 parallèles, et on suppose que leur déterminant, le déterminant U1, U2 des vecteurs directeurs, est différent de 0. Alors, on aura le parallélogramme qui aura une aire différente de 0, et donc les vecteurs directeurs seront non colinéaires, ce qui est en contradiction avec l'énoncé précédent. On dit que c'est absurde. Donc, nécessairement, déterminant U1, U2 est égal à 0. Alors, une sixième méthode consiste à trouver un contre-exemple. Donc, typiquement, là, c'est un cas où en fait on cherche à démontrer que c'est un cas où on cherche à démontrer qu'un énoncé est faux. Autre exemple. Par exemple, si on dit toutes les équations du second degré
degrés ont une solution, ont deux solutions dans R, alors là, je veux sortir un contre-exemple qui serait l'équation x au carré plus 1 égale 0. Parce qu'on sait que cette solution n'a pas de solution dans R, puisque n'importe quel nombre x dans R qu'on élève au carré sera positif, donc il ne pourra jamais annuler le 1. Et donc là, on a trouvé un contre-exemple. On a une septième méthode qui est le calcul de proposition. Donc là, on va utiliser des notions de logique des propositions. Mettons, on a un théorème qui est connu qui dit que une suite croissante majorée converge. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Donc là, on peut faire déjà d'une part la contraposée. C'est-à-dire que si par exemple une suite n'est pas convergente, ça veut dire qu'elle n'est pas croissante et majorée. Et c'est là qu'on va utiliser le calcul de proposition, puisque lorsqu'on fait un calcul de proposition de cette nature, le et se distribue sur les autres propositions, le non se distribue sur une autre proposition, mais on change le et en ou. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la suite est soit non croissante, soit non majorée. Voilà. Donc là, c'est une façon, à partir d'un énoncé qui est vrai, d'obtenir d'autres énoncés. Et la dernière technique que je voulais mentionner, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence. Donc là, le principe de ce raisonnement, c'est de dire j'ai un énoncé qui est vrai pour un nombre n donné. Donc, par exemple, j'ai une proposition qui dépend de n. Par exemple, il y a un énoncé qui est assez classique là-dessus, qui est que la somme des entiers de 0, la somme des entiers k de 0 à n est égale à la formule n plus 1 sur 2. Donc, pour démontrer ça, en fait, on démontre que initialement, cette formule est vraie. P0 est bien égal à... On a bien que les deux côtés de l'équation sont égaux à 0, donc cette formule est vraie. Et ensuite, on va démontrer que pour chaque proposition k, si on a pk qui est vrai, alors pk plus 1 est vrai également. En fait, c'est assez simple. Si pk est vrai, ça veut dire que la somme de 0 jusqu'à k des entiers p est égale à k plus 1 sur 2. Je lui ajoute, j'ajoute les deux côtés k plus 1, donc plus k plus 1 plus k plus 1. Donc là, j'obtiens au carré plus k plus 2k plus 2 sur 2. Et on voit que cette équation-là se factorise en k plus 1 facteur de k plus 2 sur 2. Donc, pk plus 1 est vrai. Et donc, de proche en proche, on sait que cela sera vrai pour absolument tous les entiers. Dernière astuce, quand vous terminez une démonstration, petite tradition mathématique qui est de faire un petit carré ou bien d'écrire CQFD, qui veut dire ce qu'il fallait démontrer. Ce n'est pas obligatoire, mais ça montre que vous avez fini votre raisonnement et c'est quelque chose qui est utilisé par l'ensemble des mathématiciens depuis très longtemps.